Alors, salut tout le monde, on est à notre 8e épisode pour Sans Limite. Il nous manque notre acolyte, le Smooth Operator, Ouais. Jeffrey. On s'ennuie de lui. Plusieurs sujets sur la table aujourd'hui. Les gens voient des casques. C'est sûr qu'on va avoir une petite chronique de casques qui va être présentée par Extreme Design. Un petit bonjour à Michael Caillé qui peinture tous nos casques finalement, puis il peinture pas mal de casques au Québec. Je trouvais que c'était important peut-être de faire une chronique de casques parce que on voit beaucoup les pilotes de Formule 1 arriver avec des casques différents, différentes peintures, des associations, des thématiques, ainsi de suite. Ensuite, j'aimerais qu'on couvre un peu le NASCAR parce qu'il y a une course en fin de semaine à Darlington, puis un événement spécial est arrivé, il faudrait le mentionner. Il y a la course de Imola qui s'en vient en F1. Il y a des sujets au niveau de la Formule 1, évidemment, du personnel qui s'en va d'une équipe à l'autre. Un motoriste qui peut-être s'en va dans une équipe, puis un pilote qui va changer. Les prédictions de Imola avec ce qui s'en vient, les upgrades de Ferrari. Donc, on part. Puis, je prends l'opportunité aussi de dire au monde qui nous écoute que on fait juste donner nos opinions, OK? On n'a pas la boule de cristal. Donc, on commence avec les casques, OK? La chronique présentée par Extreme Design puis Michael. Donc, je vous laisse parler un peu des casques. Je vous laisse parler un peu de votre opinion. Les designs que les pilotes ont, puis qu'est-ce que vous en pensez quand les pilotes de Formule 1 ou d'autres arrivent avec des casques édition spéciale? Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que il y a des éditions, mettons, c'est soit les gars qui ont une course, mettons, à la maison, comme mettons, dans leur pays ou quelque chose comme ça, ils vont souvent faire une édition spéciale où on en voit souvent à Monaco qui s'en vient, tout le temps des affaires un peu rétro. Il y a tout le temps de signatures, dont c'est sûr certains. On a vu l'édition de Miami avec Ferrari qui ont mis des autos bleues, avec les sous bleus, on en a parlé dans le dernier épisode. Mais c'est sûr qu'ils vont sortir quelque chose, un thème, mettons un suit, whatever, pour la course de ce week-end à Imola. On dirait un casque, là, c'est important de le mentionner pour des pilotes. C'est comme un peu une signature. C'est une façon de parler en non-verbal de comment tu te sens dans le week-end, c'est quoi ton caractère, puis qu'est-ce qui t'accroche. On a vu des belles éditions depuis le début de la saison. Là. Je pense qu'il y a eu, lui que j'ai aimé le plus, moi, à date, à Albon, il avait fait un panda, je pense, quelque chose comme ça. C'est original. À Norris, l'année passée, je pense qu'il avait fait une édition, ça avait un fake d'un casque de cuir, quand tu étais de loin. Donc, c'est une façon un petit peu silencieuse de montrer un peu comment que les gens se sentent. Moi, j'en ai pas fait énormément, mais à chaque fois que j'en sors un, donc il y a tout le temps une thématique que j'essaie d'amener. Moi, j'essayais d'avoir un peu la thématique de Miami avec mon casque, avec des palmiers. C'est sûr certain qu'il y a tout le temps d'autres options selon ce qu'on course ou quel genre de série qu'on a. Justement, parlons de ton casque. Premièrement, celui-là, c'est un des nouveaux. Ouais. L'année passée, complètement différente couleur en plus. Exact. J'en ai eu un longtemps, dans le fond. À chaque fois que j'allais, quand je coursais plus souvent, plus régulièrement dans le temps, chaque fois que j'allais au championnat du monde, j'avais un bon résultat, je le gardais. Tu sais, mettons, les 2 fois que j'ai gagné le championnat du monde, les casques, ça a été la dernière course que j'ai faite avec. Je les ai mis avec le trophée à la maison. J'y touche plus. Mais malheureusement, je les ai pas gagnés toutes les années. Là. Donc, il y en a un que j'ai gardé plus longtemps. Mais lui, dans le fond, lui, l'année 2 fois champion du monde à ton palmarès. Disons qu'il y en a qui n'ont pas gagné le championnat du monde. Moi, je ne l'ai pas gagné, le championnat du monde en karting. Là, fait que j'aurais attendu longtemps pour mettre mon casque sur la tablette. Je regarde l'autre casque, c'était une édition de la pole, je pense. Il est ici. On a tous nos highlights dans nos carrières. Puis moi, c'était un peu un après-carrière que je voulais comme souligner avec le nouveau casque. J'avais un thème que je cherchais un petit peu de vacances. Là, j'avais comme lâché la pédale sur la course à temps plein. Puis on faisait du lapping avec les autos de course. On s'amusait. Fait que je me suis dit, le thème vacances, palmier, Miami, ça me tirait. Puis la séparation entre les casques, j'avais eu ça de... On a tout le temps des inspirations dans nos casques. Ça venait d'une édition que Leclerc avait faite à Monaco. Fait que j'ai pris un peu de ça avec Michael, puis j'ai dit, mets-moi des palmiers, mets mes logos, puis fais-moi une surprise. Ça a super bien sorti. Oh, il est vraiment beau. Ce qui est le fun d'un casque aussi, moi, je trouve, c'est que des fois,
faut faire attention. Moi, j'en ai eu plusieurs. Ouais. C'est que la manière que tu le vois quand t'es proche, Mm. puis de la manière que tu le vois quand t'es loin en Vraiment. photo, c'est pas le même look. Non, vraiment t'sais. pas. Fait que moi, ça a tout le temps été comme ça un peu, moi, mes inspirations au fil du temps. Dernièrement, moi, les miens, ben, pour une raison quelconque, la chose qui est vraiment unique sur mes casques, là, c'est, si tu les regardes, là, tu sais, il y a en Ça fait arrière, longtemps. Ouais. il y a vraiment les mains d'Eva Rose. Tout Il y a le une temps. rose parce que c'est ma fille. Ouais. Puis ça date de fête. Mais les mains, là, c'est parce que elle pousse papa. Vas-y, papa. Ah, c'est cool, ça. Je savais pas que c'était pour Fait ça. qu'elle me pousse par en avant. Mm. Puis, tu sais, je mets le cœur avec le drapeau australien, avec le nom de Bronte, parce Ta qu'elle vient femme. de l'Australie. Puis, tu sais, si tu regardes les casques de profil, j'ai quand même toujours gardé un peu le même look. Me donner la chance de mettre un logo sur le côté, mon logo à moi qui me représente. Puis, tu sais, je change de couleur pour les agencer. Mais Puis la je base reste pareille. La base reste pareille. Puis j'essaie de trouver une place aussi pour mettre les commanditaires, tu sais, sans scraper le casque. Fait Ouais. que j'ai toujours eu un peu la coupe un peu européenne parce que c'est là où je peux mettre des logos, tu sais, Ah, oh. parallèles avec le design du casque. Je trouve que qu'est-ce qui est plus compliqué, c'est quand tu fais un design un peu style motocross, là, comme Ouais. des casques que tu peux acheter dans des Plus concessionnaires mix, de là, moto. À un moment donné, tu es obligé de mettre des patchs. Si tu veux mettre des logos, ça Ouais. devient comme être des rectangles avec le logo dedans. Puis ils ne fit peut-être pas dans le design de ton casque. tu sais. Fait que Exactement. c'est des affaires qui ont été développées là, sur une couple d'années. Là, tu sais. Puis évidemment, en arrière, on voit bien le logo là, de Extreme Design là, de Michael. Exact. Fait que les Ça, partenaires. c'est-tu les casques que tu peux utiliser cette année? Oui, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y a toujours des fleurs en haut, tu sais, Eva Rose, il y a une rose en arrière, les mains de la petite. Fait que j'avais envoyé, tu sais, l'impression des mains de la petite, puis Il les a tout le temps gardées. il les a gardées, puis c'est ça qu'il met en arrière. Ah ouais, je vois les fleurs. Là. Tu sais, c'est sûr que le casque, c'est comme une toile pour le pilote, Ben on oui. s'entend. Ouais. C'est la façon de montrer ta personnalité. Si on retourne avec Norris, qui avait fait un ballon de plage, ballon de basket, je sais pas si vous vous souvenez, Lui, Il c'en fait- est un qui fait souvent il fait souvent des casques qui sont expressifs, si je peux Ouais. dire comme ça, qui Exact. va tout le temps aller montrer son type de personnalité qui est comme ça. Tu sais, exemple, si je prends mon casque, mettons, je sais pas si on va le voir bien, mais tu sais, mon casque, moi, c'est une couleur qui est flash tout le temps. Tu sais, le nouveau qui s'en vient, il va être bleu poudre. Ben, évidemment, pour les compagnies pour lesquelles j'œuvre dans la vie de tous les jours. Mais tu sais, quand on a pris... Moi, il y a un peu moins d'histoire au niveau de la carrière de course, mais tu sais, ici, tu as le logo SG qui est vraiment imprégné dans le casque, comme tu disais tantôt, tu sais, que tu es capable de mettre des commanditaires. Moi, c'est bien évidemment le seul. Mais tu sais, ici, Goose, je sais pas si vous avez vu le film Top Gun, probablement. Ouais. Et puis le de Jet, ça a tout le temps été mon surnom pour Gosselin. Ah ouais. Tu sais, fait que tout le monde m'appelait Goose. Pour moi, ça représente beaucoup. Mais c'est le fun parce que, c'est- tu sais, ce que tu dis, là, des fois, là, dans le noir, tu t'as remis le SG, tu l'as remis pour faire une espèce d'effet, là. Ben, c'est un peu ça, tu sais, les fleurs en haut du casque se font l'effet du rouge. Ensuite, sur les côtés, c'est la partie du G dans mon logo, Ouais. là, ATG, qui est reprise à l'intérieur du noir. Tu sais, il y a du mât, puis les petites flèches sont comme en luisant. Mais j'en ai fait aussi des casques, tu sais, justement, vraiment pas avec mon design, mais vraiment pour des thématiques ou des éditions spéciales. Je me rappellerai toujours du casque en Australie pour la course du Indy 300 à Surfers Paradise. On était associés avec l'hôtel, le Conrad Jupiter, puis OK. il y avait un casino. Puis il m'avait invité, Bronte et moi, à faire partie de la soirée gala. Puis j'avais offert le casque à l'encan. Mais pour la thématique de cette fin de semaine-là, j'avais pris le casque, puis là, j'avais mis une roulette sur le côté avec la boule dans la me roulette. rappelle de J'avais ça. mis des cartes. Tu sais, j'avais fait vraiment une thématique, là, tu sais, blackjack, roulette, casino. Puis d'ailleurs, il est exposé au centre, ce casque-là, au centre Tiger Karting. Et puis, j'ai roulé avec, puis il a été vendu à 25 000 à l'encan quand cette même, hein. soirée-là Wow. pour ramasser des fonds. Donc, tu sais, une fois de temps en temps, comme ça, tu sais, j'en ai fait des spéciaux, puis j'en ai un ici, là. Ça, là, c'est comme... C'est le bullet. ça, là, c'est mon spécial, là, tu sais. Là, je vais Toi, vous tu parlais expliquer... des championnats du monde, toi, c'est celle-là. Ouais. Celui-là, il est spécial parce que c'est mon casque d'Apple au 500 000. Ouais.
Puis si tu regardes, là, si tu connais les casques à rail, là, tu vas voir sur le top, il n'y a pas du tout cet item-là qui existe. Ça, là, c'est comme notre équipe qui a développé une petite entrée d'air avec une sortie d'air, juste parce qu'à Indianapolis, quand tu roules à 400 km/h de top speed, la turbulence dans ton casque, là, elle devient vraiment fatigante. Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour la régler? C'est que tu as juste à monter ton windscreen. Le problème, c'est que le windscreen, il devient opaque. Il devient comme ça. Parce qu'il y a tellement de sable qu'à haute vitesse, ton windscreen, il reste plus transparent. Fait qu'il commence transparent, mais il finit opaque. Fait que là, plus tu le montes, ben plus c'est comme si tu avais monté un windshield tu vois plus rien, tu comprends? Calique, c'est bien hot. Fait que là, tu le laisses bas, mais il y a une turbulence qui se fait. Puis ce que t'aimes pas, c'est quand ton casque, il lève comme ça, puis il tire. Puis là, tu es toujours obligé de te tenir la tête comme ça. Fait qu'on a développé des petites choses par rapport au windscreen, la forme, des choses comme ça qui, à un moment donné, on faisait juste les mettre, puis à un moment donné, la tête est devenue plus stable. Puis elle levait moins. Parce que tu vois qu'il y a beaucoup d'options d'ailerons sur les casques d'arrêt, pareil. Là. Puis tu le vois aussi en Formule 1, ils changent. Ils vont mettre des palettes en avant, ils vont mettre des palettes en arrière, elle va changer. Je pense dans le temps, tu avais aussi dans Simpson, il y avait il l'avait de gauche à droite. Exact, là, en avant aussi. C'est ça, ouais. Mais moi, j'avais trouvé que ça, là, ça m'avait vraiment comme instantanément là, comme stabilisé la tête. Puis je m'en apercevais à la fin d'une journée de pratique, après avoir fait plusieurs tours de pratique dans la journée, j'avais moins le coup, j'avais moins senti qu'il y avait quelque chose qui voulait lever sur ma tête. Tu es tout le temps en train de combattre. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis l'autre chose, c'est que à Indianapolis, ils ne te donnent pas le droit d'utiliser le logo d'Indianapolis. Sérieux? Ouais. Ouais. J'ai eu une petite permission spéciale avant les premières journées de pratique. On a fait le casque. C'était le 100e anniversaire de l'événement. Fait que tu vois en arrière, c'est Indy 500, 1911, 2011. Fait que, puis là, ce logo-là, j'en ai parlé. Puis ce que moi, je voulais faire avec ce casque-là, c'est d'avoir une thématique pour Bowers & Wilkins, qui était mon commanditaire. Puis on a mis des speakers sur le côté, tu sais. Ça, c'est incroyable. Puis les logos d'Yin Yang en haut. Mais, écoute, tu vas voir là, comment que, ça va te donner la chair de poule, là, mais avant le week-end, là, aucune idée de qu'est-ce qui va... Avant le week-end, avant la semaine de pratique, aucune idée de ce qui va se passer. Non. Puis là, je décide de mettre des noms, des pilotes qui ont gagné les 500 000 d'Indianapolis, soit gagné ou soit la pole aux 500 000. OK? Et puis, j'ai le logo en arrière, right? Bon, une semaine plus tard, samedi, dans la journée de qualif, je fais la pole. Il y a une photo qui apparaît. J'ai les deux bras dans les airs comme ça. Puis on va la montrer, durant le podcast. Puis tu vois bien le logo en arrière. Mais encore pire que ça. Quand la fin de semaine a été finie, moi, cette fin de semaine-là, j'ai été coéquipier avec Dan Weldon. OK? Fait que c'était comme une voiture supplémentaire dans notre équipe. Lui, il roulait temporairement. Là, il n'y avait pas une saison complète. Il avait pris une année sabbatique, disons. Fait qu'il faisait les 500 000. Puis plus tard, il s'en allait faire Vegas. Exactement. Mais, fait que moi, je fais la pole. On a une photo ensemble, là, on s'embrasse. Puis moi, je fais la pole. Puis après ça, je m'en vais le voir dans son cockpit d'auto à la fin de la course. Il a gagné les 500 000. Ouais, lui, il a déjà gagné 2 fois, je pense. Ouais. Puis si tu regardes en arrière, il m'a signé le casque. Non, sa signature est là. OK? Il y a la signature de Helio, il y a la signature de Johnny Rutherford, de Bobby Unser. Puis je me suis toujours dit que j'allais prendre... Mais ce casque-là, je l'ai réutilisé le week-end d'après au Texas. Puis j'ai fait la pole. Fait que là, j'ai dit, à un moment donné, là, quand je vais le retirer puis je vais le mettre sur la tablette, je vais me promener avec le casque dans le paddock puis je vais aller voir les gars. Puis je vais aller les faire signer, tu comprends? Puis à la fin de la saison... Ben, Dan, il a eu son accident tragique, puis il s'est tué à Vegas. Puis là, j'avais la signature de Dan Weldon ici, sur mon casque, que tu vois très bien quand je suis dans les airs avec les bras dans les airs aussi, tu la vois, sa signature. Puis là, j'ai retiré le casque, je l'ai mis sur les tablettes, mais j'ai plus jamais repris le casque dans mes mains pour retourner le refaire signer par les autres gars, tu sais, comme Scott Dixon, puis tous mes chums. Parce que on dirait qu'à chaque fois que je prends ce casque-là, ça m'amène à me rappeler, tu sais, autant d'une bonne
d'un bon souvenir durant les 500 000 d'Indianapolis, mais autant un mauvais souvenir à la fin de la saison de cette même année-là qui était 2011. Fait que, anyway, longue histoire courte, pour moi, ça, c'est une pièce de collection. Puis je vais finalement me décider à prendre le casque puis faire un petit voyage peut-être à Indianapolis durant cool. le 500 000 puis d'aller dire bonjour à tous mes amis puis le faire signer par tout le monde. J'ai une anecdote, moi, avec Dan Wheldon, parce qu'il faisait un peu de kart dans ces dernières années. Ses enfants étaient vraiment jeunes. Puis on coursait en Floride. Puis je pense je venais de gagner le championnat du monde, mon premier, parce que le deuxième, il était décédé. Là. Il faisait beaucoup des courses du Florida Winter Tour, Dan. Exact. Puis là, il cherchait, je me rappelle, on était à Orlando, puis il cherchait un rabbit. Puis là, je pense dans ce temps-là, j'étais encore pour CRG, puis je voulais pas me faire suivre. Je pense que j'avais fait le meilleur temps en pratique, whatever. Puis là, je le vois qui m'attend. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, tu gagneras pas, man. Il y a un épingle, il y a un grand épingle au bout, 2 grandes lignes droites. Puis je le vois qu'il roule pas vite. Fait que moi, je roule pas vite. Les deux, man, on est parkés dans la ligne droite. Puis on se regarde, dit le prochain qui bouge, l'autre, il bougera pas, tu sais. Fait que là, en sortant, mon mécano, il dit, Chris, ça te tentait pas genre de bouger? J'ai dit, non. C'était un mind game, celle-là, je voulais pas perdre contre Wheldon. C'était bon. Il essayait de chercher un. Il cherchait un rabbit, là. Sûrement que son mécano, il avait dit le temps à battre, mettons, c'est Pierre-Luc. Fait que suis-les puis essaie de voir c'est où t'es plus vite, moins vite. Mais ouais, j'ai une couple de belles anecdotes dans avec lui. Puis c'est pour ça que je l'avais vu, je pense que c'était l'année qui est décédé ou l'année d'avant, ça m'avait affecté, ça. Tu sais, quand t'as des petits, c'est zéro proche comme que toi, t'étais proche d'eux autres, mais. Des pilotes comme ça, t'en vois pas souvent encore. Ceux qui reviennent faire des full Supernats à Vegas ou des choses comme ça. Schumacher était venu dans le temps avant d'être blessé aussi. Puis Wheldon, ça m'avait beaucoup affecté parce que j'avais eu une petite anecdote fun avec lui. Puis tu sortais de là avec son gros, j'appelle ça le $1 million smile. Là. Ouais. Il était crampé mais raide. Là. Lui, ça ne dérangeait pas. Il était pas là pour ça, mais ça a fait des beaux souvenirs, mettons, juste avant qu'il parte. Ah, c'est sûr. Ben, c'est comme un peu toi, quand tu vas faire du kart. Tu sors de là, peu importe, là, tu sors avec le gros sourire. L'année passée, il y avait eu une disqualification ou quelque chose comme ça. Tu sortais de là, puis vous allez juste là pour le fun. C'est ça. C'est rien à prouver dans ce sport-là. On adore le karting, tu sais, puis on s'était parlé, Pierre-Luc et moi, puis même Jeff, il y a quelques années, la pire affaire à faire, c'était réembarquer dans un kart. C'est comme si on avait eu la piqûre, puis là, on était... T'es un junkie en tour du pont, tu en redonnes une shot, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est dur de... Écoute, c'est vraiment cool. Pour les gens qui connaissent pas ça, faire du karting de compétition, que ce soit pour la pratique, l'entraînement physique, ou faire des compétitions une fois de temps en temps, de façon sporadique. T'sais, nous autres, on n'est pas des jeunes, on n'a rien à prouver, on n'essaie pas de faire du karting pour se rendre en nulle part. Mais, tu sais... C'est vraiment le fun, tu sais. C'est vraiment quelque chose qui tient à l'humain. C'est demandant. Ben, c'est l'adrénaline. Tu sais, un athlète, mettons, qui a fait ça toute sa vie. Moi, j'ai fait ça depuis j'ai 8 ans, j'imagine, toi aussi, là. Puis, on a une chance de pouvoir faire cette passion-là, d'aller regoûter à une adrénaline qu'un boxeur ou un gars de football ou, tu sais, hockey encore, là. Le monde de hockey, ça, tu peux être moins... T'es pas obligé dans la ligne nationale, mais tu peux encore faire... Tu peux faire une ligne de garage, mais comme j'avais entendu Georges Saint-Pierre dire, tu peux pas jouer à UFC. Tu peux pas jouer... Mais tu peux aller t'amuser, faire du kart, puis tu peux faire de la course avec des plus jeunes, puis c'est pas grave. Ouais, puis on s'entend que c'est pas comme si c'était comme une petite promenade de dimanche non plus. Là. Non, c'est raide, de faire ça. Les pilotes de Formule 1, ils s'entraînent encore là, à des off-season avec ça. Schumacher faisait ça. Comme Alex, tu dis tout le temps ça, là, tu peux t'entraîner tout l'hiver comme tu veux, mais aussitôt que tu vas embarquer dans le kart pour la première fois de la saison, tu vas ressortir. Tu vas te rendre compte que tu n'étais pas prêt. C'est toujours un wake-up call. Là, tu manques d'air, tu respires, t'as la patate qui te pète. Là, ta première sortie de l'hiver, d'après l'hiver, t'es comme « Oh my God, j'en ai reperdu ». C'est toujours pareil. Jonah, il m'a appelé hier, il dit là, en fin de semaine, faut que tu sois là, ta bombe est prête. Fait que là, je suis comme « Fuck, man, je suis déjà anxieux, je vais être raqué dimanche ». J'anticipe ma journée de pratique. Lundi, prochain tournage du podcast. C'est sûr que je vais être raqué, man. Je vais avoir mal aux côtes puis tout, mais c'est vraiment le coup. Fait que, écoute, on prend une petite pause. On dit merci à Michael Caillé. Merci. Puis encore une fois, très cool de pouvoir parler de casque puis de casque qui peinture parce que, tu sais, il peinture toutes nous autres puis beaucoup d'autres pilotes de karting. Fait qu'un gros merci puis d'avoir présenté cette chronique-là. Yes. Alors là, on saute de chronique de casque à la F1. Rapidement. Au NASCAR, un peu d'IndyCar aussi. Il y avait une fin de semaine assez remplie. Moi, le NASCAR, là, je veux en parler juste vite. J'ai juste une mention à faire.
Je souhaite félicitations à Brad Keselowski. J'ai eu la chance de courir pour lui en camionnette. C'est vrai, un super bon gars. Il a parti son équipe avec Roush Fenway, numéro 6. Il était sur une sécheresse de victoires, si je peux appeler ça ainsi, de 110 courses. Puis là, il a gagné. Donc, écoute, pour un gars, là, pour un pilote, là, un peu comme Denny Hamlin, qui investit dans une équipe, puis contrairement à Denny, lui il conduit dans sa propre équipe. Ouais. Fait qu'on savait qu'il y avait eu aussi il y avait eu une perte là, chez Roush depuis quelques années. Puis ils ont monté ça d'un cran. Donc, je trouve que c'est le fun de le revoir à l'avant-plan parce que c'est un gars super vite. Donc, il y en a un aussi, tu me fais penser, tu sais, les deux vieilles équipes qui sont Roush puis Childress, Richard Childress. Childress a été chercher Kyle Busch. Tu sais, c'est des gars qui gagnent pas, là. Ils étaient habitués de gagner beaucoup avec Joe Gibbs. Oui. Puis Keselowski courait avec Penske. On sait bien que Penske, c'était tout le temps un auto pour te battre en avant. Oui. C'est des gars qui partent d'une grosse structure à be on your own un bit, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça doit donner un coup, mettons, à l'ego, à la motivation. Ah non, puis regarde, tu sais, le setup à Denny, c'est quand même intéressant parce que il bénéficie de Joe Gibbs. Oui, puis lui, il roule, tu sais, Joe Gibbs avec la voiture numéro 11, principalement commanditée par FedEx. Mais tu vois qu'eux ont quand même ils ont un bon momentum parce qu'ils ont des jeunes. Ils ont Wallace qui wobble un peu, mais l'autre, c'est Reddick, je pense. Là. Ils ont été dans comment t'appelles ça? Ils ont bien fait. L'année passée. Moi, j'ai trouvé, puis même cette année, là, à quelques reprises, ils ont des splashes de performance. C'est ça. Reddick va bien. Il a été vite sur les circuits routiers l'année passée. C'est ça. Je veux dire, c'est un peu comme l'équipe de Trackhouse. T'as des playoffs, je cherchais le mot, excuse. Ils ont fait les playoffs, Keselowski ne faisait pas les playoffs. Non, fait que je serais pas surpris qu'après avoir cassé la glace comme en fin de semaine, tu vois un peu le momentum qui va être créé par Keselowski parce que c'est des autos qui sont tellement proches qu'à un moment donné, il y a beaucoup de motivation, momentum. Tu es sur un bon beat avec les autos, tu as ta zone de confort. Souvent, you're rolling on a roll, qu'ils disent. Là, fait que ça va peut-être tout déclencher quelque chose pour Keselowski. Toi, Alex, qui a fait camionnette, puis là maintenant tu courses en NASCAR Canada, c'est quoi la différence pour toi quand tu embarques dans un fin de semaine de course comme ça? Est-ce que tu ressens un peu le même feeling que tu avais avant dans ce genre de série-là comme les camionnettes? Ou sinon, c'est comme dans les années où j'ai fait le saut en camionnette, j'ai fait le saut en Xfinity, j'ai fait Xfinity en premier, puis après ça, Nationwide, c'est devenu Xfinity. Oui, j'avais déjà fait des courses de NASCAR Canada, mais j'étais vraiment bien trop imbibé d'IndyCar, tu sais. Mm-hmm. Fait que je l'ai toujours dit, tu sais, je me suis jamais caché. Quand je suis arrivé à Montréal, la première course, puis je courais pour Penske avec la voiture numéro 12, là, commanditée par Hot Wheels, Jacques Villeneuve était mon coéquipier. L'année d'après, j'ai roulé pour Turner Motorsport avec la voiture numéro 30. Puis j'ai fait la pole. J'ai hâte de qualifier les deux Penske, Sam Ornish puis Jacques aussi. Puis après ça, j'ai eu la chance de rouler pour Penske, la voiture 22 là, dans l'équipe, mettons, Factory qu'on appelle. Ouais. Puis Keselowski en camionnette, puis aussi avec Kyle Busch. C'est que, tu sais, c'est comme... si tu fais pas ça régulièrement, tu sais, c'est dur de sortir, tu sais, 20 ans de carrière dans l'IndyCar. Je sais pas comment expliquer aux gens, mais à un moment donné, tu le sais, un pilote, là, t'accumules de quoi dans tes fesses, là, puis ta caractéristique de pilote, ta technique de pilotage, c'est particulier, tu sais. En open wheel, là, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu freines, là, tu peux te permettre d'overlapper. C'est pas la meilleure technique quand tu veux sauver du carburant, mais des fois, tu sais, quand tu overlappes, c'est que tu commences à appuyer sur les freins, mais tu as encore de l'accélérateur. Fait que les deux se croisent, puis quand tu as beaucoup d'appui aérodynamique, quand tu arrives pour freiner, la voiture est assise du derrière parce que tu as toujours le pied sur l'accélérateur, puis le premier impact de la pédale à frein, tu viens juste de commencer à décélérer, mais la voiture, elle n'a pas encore été pitchée vers le devant. Elle est vraiment assise du derrière. En NASCAR, puis là, tu vas freiner très, très fort. Puis là, tu vas essayer de décélérer le plus vite possible dans une courte distance. Puis quand tu as perdu tout ton appui, tu as passé de 7000 livres d'appui à
4000, à 3000, à 2000, puis que la voiture en pèse 1600, ben quand tu es rendu à 2000, là, tu n'as presque plus d'appui. Fait que là, tes freins sont quasiment trop performants pour ce que tu as sur les pneus. Fait que c'est pour ça que tu vois toujours des monoplaces bloquer les roues vers la fin du freinage ou quand ils arrivent pour commencer à tourner, puisque l'appui est inexistant. Tandis que quand tu arrives à 300 km/h ou 350, dans les premiers mètres de freinage, les roues bloquent pas. Là. C'est impossible. Tu es bien trop écrasé. De loin, c'est pas du tout le même style de pilotage. C'est ça. Si tu sors, parquez-vous à quelque part, mettons, je donne un exemple, le Grand Prix de Trois-Rivières, tu sors, tu regardes les autos sortir du coin 1, tout le monde est sur une glissade tout le temps. Ouais. Tu freines, tu es sur une glissade. Essaye pas de faire ça avec un auto avec des ailerons. C'est ça. Non, ça bougera pas. Le freinage, Ça c'est marchera comme pas. l'entrée de... Le freinage, là, c'est comme le début de chaque virage. T'sais, c'est ça qui te met dans la merde, finalement. T'sais. Fait que si t'es pas capable de faire la première section correcte, le freinage, ben l'entrée, le milieu puis la sortie sont scrap. C'est toujours comme ça. Fait que, tu sais, faut jamais que tu sacrifies le freinage. Faut que tu aies une bonne auto-freinage. Puis en NASCAR, avec des voitures comme ça, ben, tu sais, il faut que tu appuies pas trop fort au début, parce que sinon, la voiture, elle va pitcher du nez, du derrière, elle va lever. Puis là, tu vas barrer les roues d'en arrière, ce qui m'est arrivé d'ailleurs à Montréal avant de rentrer dans la chicane du mur du Québec. Puis j'avais barré les roues d'en arrière, la voiture était plus capable d'arrêter. Fait que la technique, c'est de freiner, c'est d'essayer de descendre le spoiler vers le sol pour sealer le spoiler vers le sol, puis t'assurer de garder le plus de poids possible sur les roues d'en avant, puis vraiment pas de faire lever l'arrière puis qu'ils se mettent à barrer, parce que tu vas être obligé de relaisser la pédale à frein. Puis si les roues se mettent à barrer, ben tu peux plus rétrograder non plus. Fait que tu peux même plus utiliser l'aide d'accélérer moteur. Tu peux plus rien faire. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Puis c'est vraiment, tu sais, quand tu conduis, moi en tout cas, quand j'ai conduit en NASCAR, j'ai toujours eu, tu sais, comme, j'ai toujours pensé, puis j'ai toujours eu besoin de réfléchir, puis de dire, hey, fais attention, tu sais, tu peux pas faire ça, tu peux pas ambitionner, tu peux pas conduire comme ça. Fait que tout le temps, fallait vraiment que tu conduises la voiture, tu sais, comme sur des œufs. Puis ça demande un autre style, puis ça demande un art, mais plus tu le fais à tous les jours, plus tu embarques dans l'auto, puis ça comme devient... marcher. Comme marcher. Exact. Non, exact. Fait que c'est ça la principale. Je suis curieux, tu parles de ça, ça me lève un point. Ils commencent à avoir les qualifs en fin de semaine là, d'Indianapolis. Il y a Larson qui fait le switch. Oui. Il n'y a pas une série, je pense, qui est plus facile que l'autre à conduire. Je pense que dans les deux, les pilotes sont exceptionnels, mais quand tu fais un switch, Kurt Busch, il l'avait fait dans le temps. Il fait-tu les deux en fin de semaine? Il va-tu faire les deux, Larson? Oui. Il fait le Coca-Cola 600 Oui. puis il fait Indy des 500. C'est Ça, du je sport. lève mon chapeau, man. Oui, ça c'est... C'est correct, là, c'est un circuit qui est quand même rapide, Indianapolis, puis Larson, il va être bien préparé, mais c'est pas évident de faire Je pense pas qu'aucun pilote ferait deux courses de deux catégories dans la même fin de semaine de circuit routier. OK? Non. On s'entend. Non. Il serait pas en train de faire Indianapolis, circuit routier, puis Sonoma en NASCAR. Là. Physiquement, tout de suite, là. ça se fait pas. Mais en ovale, c'est parce que tu as plus de temps de respirer, tu as plus de temps de relaxer, tout ça. Tu as beaucoup de force G, mais tu as l'aide avec le headrest, ta tête est tenue. Fait que ton cou, c'est pas toi qui le tiens, tu comprends? Comme un circuit routier, fait que c'est moins dur. Quand tu es pilote professionnel, tu fais ça 12 mois par année. C'est ça. À un moment donné, Mais c'est, tu sais, comme tu dis, il va passer d'une voiture qui a presque pas d'appui, non. tu sais, à... Qui est banké beaucoup à Charlotte, je pense. Oui, c'est ça. Gros banking, la voiture rentre dans le banking, la piste tide, Mm. puis là, tu vas avoir une piste qui a à peine 11 degrés d'inclinaison dans les virages, 9 en ligne droite. Quand tu roules à 400 km/h, je peux te dire, tu as l'impression que la piste, elle est plate. Elle est de l'autre Il n'y a, bord, là, aucune inclinaison. Tu le sens pas? T'as ça, mais non. Tu la vois Pas quand à tu t'en vas en vitesse, bicyclette. Tu sais, Ok. Mais quand tu arrives à 400, tu as l'impression que la piste, elle est complètement plate. La vitesse, elle enlève la portion inclinaison parce que c'est trop petit. Puis il va se baser sur l'appui et non sur la retenue de la voiture quand il rentre dans un banking vraiment élevé, tu sais. Mais je Fait pense que ça va dépendre de ce qu'il qualifie, mais tu sais, l'auto est beaucoup plus confortable quand elle est pleine d'essence et qu'elle est race trim. Là, Sauf dans le fond, que quand il est dans le mais trafic... quand tu es dans là, le trafic en Indy, je pense que c'est plus tough qu'être dans le trafic en NASCAR, je pense. Oui, là. oui. Les turbulences là, sont vraiment plus grosses. mauvaises, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, il y a tout un autre facteur de température puis de vent, tu sais. Mm. Si, mettons, le vent se lève, la température monte, du début de la course jusqu'à la fin de la course, la température a monté de 10-15 degrés de piste. Ça va C'est changer. des longues courses, ça. C'est incroyable, man. Ouais, ça C'est change beaucoup de beaucoup. gestion.
Puis, tu sais, si tu as une voiture qui est super bonne quand tu es seul, elle peut peut-être pas vraiment être bonne quand tu as beaucoup de voitures. Si tu as une voiture qui est bonne quand tu es dans le top 5, ben arrange-toi pour rester dans le top 5 toute la course, parce que si tu tombes en bas du top 10, là, t'es dans le trafic, t'es dans la turbulence, puis là, tout d'un coup, si la voiture monte des carences, ben tu passes de top 10 à top 20, là, tu sais. Fait que c'est vite, là. Ah ouais. Ah, ça va être une belle expérience pour lui, je pense. Puis, écoute, c'est un super bon pilote. Il est talentueux. Ah, ça n'a pas de sens. T'sais, même sa taille, il est bon. Oh, pour ouais, vrai, c'est un bon exemple d'un gars qui va être capable de s'adapter. Moi, ce que je dirais, c'est qu'est-ce que tu viens de mentionner, le fait qu'il a fait de la terre, il t'a un méchant car control. Ouais. Fait que quand ils vont trimer la voiture pour la mettre free, puis la voiture va être un peu instable, lui, ça va pas le stresser trop, là. Tu sais, t'es habitué de rentrer là, sideways, tu comprends? Fait qu'il y a un bon car control. T'as coursé, toi, sur la terre. Ouais. Puis c'est quoi, tu sais, oui, je comprends que l'adhérence est pas pareille, le car control est pas pareil. Mais selon toi, ça a-tu rapport à être dans ce genre de série-là? Tu sais, l'année passée, on avait eu la discussion ensemble. La traditionnelle voie aux États-Unis, là, en NASCAR, souvent, quand ils commencent, ils n'ont pas de karting, ils ont pas. Ça joue beaucoup sur la terre. Ouais. Ils appellent ça sprint, là. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vu avec NASCAR ou Vintage ou whatever. Tu sais, même à Rush Weekend. Cup, ils ont fait des courses sur la terre, mais c'est slow, là. Tu regardes les rien à voir rouler, avec c'est slow. les sprint cars et tout ça. Mets une vidéo pendant qu'on en parle là, du podcast, là, des sprints. Là. Je vais t'envoyer c'est quoi les vrais sprints avec des moteurs, ils n'ont même pas de starter. Là. 800 chevaux. Là. Écoute, ils partent à compression. Là. C'est des bombes atomiques. D'après moi, tu as un mode-piste puis tu lâches le gaz quand tu arrêtes la course. Là. Ils lâchent pas le gaz. Ils arrivent au fond, là, ils cassent la machine. Puis ils continuent. Impressionnant. Ah, je te dis. Jamais vu. C'est des machines qui sont faites pour rouler à gauche, en rond. Ils ont énormément de stagger, entre la roue gauche et la roue arrière droite. La suspension est faite pour tenir au maximum. Moi, j'en ai fait de la terre, c'était avec des sportsmen, genre de voitures de terre battue qui venaient courir au Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. Puis, premier feeling, c'est qu'est-ce qui est, pour un pilote comme nous autres, on est habitué que quand tu tournes, tu sens. Eux, là, je veux dire, les roues dans l'avant, là, je me souviens de ça. Quand tu es sur l'accélérateur, la voiture est couchée, tu es tout sur la roue arrière droite, OK? Les ovales sont quand même pas longs, fait que t'es pas détourné très longtemps dans la ligne droite. Mais là, tu lances la voiture, mais t'as comme l'impression que le devant est comme... Il n'y a rien qui se passe. Les tailles sont lousses. Oui, c'est ça. Puis là, quand tu lâches l'accélérateur, là, la voiture, elle veut se débalancer. Naturellement, elle se place. Puis là, il faut que tu gages. Au moment où tu réaccélères, il faut que tu gages que tu vas avoir, tu sais, comme été sur la bonne ligne. Puis là, il y a, tu sais, les gars de terre t'en parleront, là. Il y a tout l'élément de lire la track, là. Ouais. Parce que des fois, c'est luisant en bas, c'est super sticky puis collant en haut. Ils font un banking en haut, les gars roulent en haut, c'est moins illustré. Ils font comme une espèce de... Ils l'appellent le coussin, là. Ouais. Puis là, ils s'accotent dans le coussin, là, puis ils roulent en haut, là, à 2-3 cm du mur de ciment. Tu sais, je pense ça aussi, c'est un art, tu comprends? Ça va aider Larson, ça. Il est tellement touché à plein d'affaires, là. C'est tout un pilote, pareil. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Fait que, vite, OK? On passe vite. Course d'IndyCar, OK? Alex Palou qui gagne. Il y a eu une super de bonne bagarre entre Alex Palou de Ganassi, entre Longard de Real, puis Will Power. Puis t'avais vu ça a brassé au départ. Longard, il était pas pantoute bien placé, mais je pense qu'il était même en haut de la 15e place au départ. Ça a brassé pareil, mais... ça a été un échange d'arrêt au puits. Cette fois-là, ça a été très près de la Formule 1. C'était les gars qui se sont démarqués dans les puits. C'est les gars qui ont fait un job incroyable. Les stratégies de undercut... Avec les pneus, on fait une grosse différence. Il y avait une grosse différence entre les pneus rouges et les pneus noirs. C'est ça qu'il disait. Les pneus rouges étaient beaucoup plus performants. Il y a eu énormément d'arrêts durant la course parce qu'il y avait de la dégradation. Et puis, les deux pneus devaient être utilisés. Donc, tu étais obligé d'utiliser les noirs, les rouges. Puis, il y a eu une alternance entre quand Ganassi utilise les rouges puis quand Real utilise les rouges. Même chose avec Will Power. Ils ont tout essayé. Mais je pense que Palou était plus performant. Le championnat s'est resserré un peu. Dixon a bien performé aussi. Puis il y a eu toute la polémique de Penske qui a été... Ça, je me dis, ça change les cartes pour le championnat. Oui, ils ont perdu énormément de points. Fait que Palou passe en avant.
écoute, je veux pas qu'on s'éternise beaucoup sur l'IndyCar parce qu'on va parler du Indy 500, c'est le mois de mai. Exact. Puis là, ils commencent les pratiques déjà, fait qu'on va avoir un autre chance d'en parler, puis on va essayer d'avoir Scott Dixon sur l'appel avec nous autres. Mais disons que moi, je sais pas, il y a quelque chose en moi, là. Tu sais, Roger, c'est un gars droite. Ouais. Puis... Je voulais effleurer la question, je t'ai pas Je sais pas si les gars dans l'engineering staff essayent. Je sais pas s'ils sont contrôlés. Je sais pas si tout est checké. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui leur donne le droit ou non, ou c'était seulement une simple erreur. Mais c'est sûr et certain que si tu le fais, pourquoi tu le ferais pas pour 3 voitures? Pourquoi tu le fais juste pour 2? Ouais. Quelque chose qui marche Ils pas ont là-dedans. interviewé dans un podcast Michael Andretti là-dessus, tu sais, puis tu vois quand que le gars il dit, Andretti dit, assume-les, là. C'est Tim Cindric, dans le fond, le président des courses, là, il dit, assume-les, fais pas à croire que tu as une erreur, whatever. Puis là, le pilote, il y a une autre version, ou peu importe, tu sais. Mais quand il a posé la question, il dit, penses-tu que Roger Penske est au courant? Tabarouette qui avait pas l'air sûr. Il dit, je serais vraiment surpris qu'il ait donné un go là-dessus, puis qu'il mette son nom en arrière des affaires comme ça, mais on ne saura jamais, là. Sauf que... Ben écoute, on s'entend que... Aux courses, là... En NASCAR, surtout, combien de fois que, tu sais, il y a des pénalités qui sont données, les voitures passent pas au tech. Les gars vont jusqu'à la limite. À la limite. C'est correct. Tu vas te faire pincer à un moment donné, une fois de temps en temps. C'est normal. Il y avait un des gars qui était mécano avec moi en kart dans le temps, en Floride, puis il y avait un gars de NASCAR limpide, puis il avait parlé à Tony Stewart, puis il dit, les gars, il dit quoi, dans les années où il n'y avait pas les Car of Tomorrow, là, l'ancienne version que tu as comme conduit en Nationwide, il dit, les gars, ils trichent dessus. Ouais, il dit, le seul gars, les gars qui trichent pas finissent 42, 43, 49. Tu comprends-tu? Il dit, c'est ceux qui se font pas pogner gagnent les courses, puis des fois, tu te fais pogner. Tu sais, des fois, il y avait des scandales avec Jimmy Johnson puis Chad Knaus. Les gars, ils pitaient avec le gars qui mettait le jack. Avec son épaule, il allait bosser. Il y avait une façon de bosser le côté de l'aile pour faire plus de downforce dans l'auto. Ouais. Maintenant, ils ont refait piter le char. Ils ont dit, t'as pas le droit de faire ça. Tant que la bosse n'est pas revenue, tu ne rembarques pas. T'sais. Les gars, ils essaient tout. Ça, c'est à part de se faire pogner avant le pit que l'auto sort avant de faire la course. On le voit au NASCAR Canada aussi. Il y en a beaucoup. Là, les techs, il faut qu'ils retournent 4, 5, 6, 7 fois. Puis il faut qu'ils repassent dans l'inspection. Ils essayent. Il y a comme une espèce de template, là. Puis quand tu mets la template sur la voiture, tu sais, t'as comme une tolérance. Puis des fois, ça passe pas. Puis la carrosserie, elle a mal été serrée ou whatever. Tu sais, les gars, ils vont chercher. C'est correct parce que tu demandes ça. Si, mettons, tu demandes à quelqu'un de préparer un auto, tu te dis, Chris, il s'est mis un buffer de partout. C'est pour ça que, des fois, quand tu manques la pole de 1 centième, 1 millième ou whatever, tous les petits détails-là font la différence. Mais des fois, c'est des erreurs humaines. Tu passes sous droite, tu reviens. Au final, tu as beau avoir toute la technologie possible, l'erreur humaine peut rester présente. Il y a un scandale qui n'est jamais sorti, là, tu me fais penser à ça, là, puis là, on s'en va là, puis Ferrari il essaie de gagner. Puis la dernière bonne saison de Ferrari, c'était avec Leclerc puis Vettel. Tu sais, quand ils sont revenus du summer break, là, puis ils avaient gagné Spa, Leclerc, puis à la fin de l'année, il y avait une disqualification où il y avait eu une amende, puis ça n'a jamais sorti public. Il y avait comme un arrangement entre la FIA et Ferrari que il y avait de quoi que Ferrari avait trouvé qui était comme entre la ligne de la légalité et pas. Il faudrait qu'on relie là-dessus. Là. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je me rappelle, tu as raison. Puis, ça avait rapport avec l'essence. Oui. Puis là, ça donnait beaucoup de moteurs. Toto Wolff a dit, c'est pas la même moto pantoute qui était à Spa-Francorchamps qui était, mettons, en Hongrie, parce que la dernière course avant le Summer Break, c'était en Hongrie. Puis... T'as raison. Pour garder ça underground, la FIA n'avait pas divulgué c'était quoi qu'il avait trouvé sa Ferrari, puis la Ferrari avait arrêté d'être... vraiment des mauvaises années. L'année d'après, je pense qu'il n'avait même pas fait le Q2 en qualif. Il ne faisait même pas le top 15 l'année d'après. Là. C'était vraiment un big clash là, avant que le règlement d'auto change. Il faudrait retrouver un petit peu ça. Mais tu vois que même en Formule 1... ils essayent. Ils ont protégé l'image peut-être de Ferrari. Aussi, là, on s'entend que Ferrari... c'est quand même c'est le grand-papa de la Formule 1. Vraiment important là, pour la Formule 1. C'est eux qui n'ont pas manqué une course Il y avait de quoi qui avait sorti. Écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je vais me faire dire sur les réseaux sociaux, mais
Je pense qu'il n'avait pas manqué un Grand Prix de Formule 1 depuis genre 50 ans ou 60 ans, quelque chose comme ça. Il y avait une affaire là, vraiment exceptionnelle. Oui, c'est une des équipes, les plus vieilles équipes de la Formule 1. Là, les équipes sont venues, sont parties, sont revenues, mais comme Ferrari, ça a été ceux-là qui ont tout le temps. C'est une institution en tant que telle. La passion continue. Écoutez, là, on parle Formule 1, OK? Il nous reste un peu plus que 20 minutes. Disons, on va ambitionner, on va y aller avec 25 minutes parce qu'on a quand même pas mal de sujets, OK? C'est le Gran Premio d'Italia à Emilia-Romagna. Ferrari, c'est la piste, ils sont à la maison. Ils arrivent avec un update. Update, qu'ils disent. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose comme McLaren à Miami? Je suis sûr que oui. Honnêtement, oui. Puis Vasseur, il était déjà même surpris. Là, puis là, en tout cas, j'ai eu une discussion hier sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui disait que moi, chez Montoya, si je m'en ai dit Montoya, je lis Montoya sur le casque, Verstappen, il y avait le plancher endommagé. Quand on lit le reportage, on disait ils disent que il manque un morceau sur le diffuseur en arrière. Ça, c'est arrivé quand Perez a frôlé Verstappen ou pas. Whatever, quand c'est arrivé, Verstappen, quand il a clippé un cône, le monde dit que ça a endommagé peut-être le plancher. Horner, il a dit qu'il y avait des gros dommages, mais il n'était pas capable de quantifier la grosseur puis qu'est-ce que ça aurait pu faire comme dommage. Quand il dit ça à Verstappen dit « j'ai pas senti de différence dans l'auto ». Soit qu'elle allait mal tout le long ou elle allait bien tout le long, mais elle n'a pas changé, tu comprends? Moi personnellement, je pense que Verstappen a raison parce que quand tu revois la course, au début, Lando Norris n'était pas là. Non. Mais il s'en allait pas là, de Leclerc. Leclerc était là. 2 secondes ou quelque chose. Ça. Mais c'est Lando qui... La voiture était bonne sur les pneus. Il a duré plus longtemps. Piastri aussi, là. Oui. Il était deux. Quand les gens ont rentré au puits, puis Lando s'est propulsé vers l'avant, là, les gens ont commencé à regarder. Waouh, il fait des bons temps. Il s'est retrouvé en avant. Oui, il y a eu l'histoire du pace car ou de la voiture de sécurité à la fin, Verstappen s'est fait reprendre. Donc, Lando est rentré, ressorti, puis il a gardé la tête. C'est correct. Mais à ce moment-là, il avait déjà montré la performance, puis quand il y a eu la relance, il l'a confirmé. Puis Vasseur, qu'est-ce qu'il l'a encouragé avec... Pourquoi il est confiant avec les updates? Il disait avant, mettons, le premier stint au début, le premier 20 tours, ou la fin, il dit on est surpris qu'on était proche. Dans sa tête, il était plus loin que ça. Puis lui, il est confiant qu'avec les updates qu'ils ont, à part si Red Bull arrive avec quelque chose d'autre, on verra bien ça en fin de semaine, mais selon eux autres, ça va être un auto à battre en fin de semaine. Puis c'est leur circuit, là. Ils ont c'est la maison. Ils ont bien fait l'année passée. Sainz avait fait la pole, je pense. Moi, je regarde le circuit, puis 2-3 chicanes. Il y en a une avec des gros vibreurs. Elle me fait quasiment penser à une chicane d'un circuit de ville, mais c'est un circuit permanent. T'as pas des virages très rapides. C'est pas une piste. C'est les pneus l'année passée. De tôt à vite, il avait fait la pole, mais Verstappen, il restait proche, puis il n'y avait pas de dégradation. Dégradation de pneus, exactement. Je pense que ça, ils l'ont réglé. Ils l'ont parlé déjà. Fait ils peuvent être très rapides. Avec des bons updates. Le monde, ils sont capables de regarder la différence. On essaiera de prendre des photos, mais ça a l'air de tout se passer dans l'air du sidepod. On dirait que c'est la signature à Newey. Là. Tout le monde a pris le petit dessin que Newey a fait depuis le début de l'année. Puis, il est arrivé avec une nouvelle philosophie, Newey, cette année. C'est que la trappe d'air, à place d'être comme ça, mettons que l'air, elle va puis elle descend en arrière dans les sidepods, ils l'ont collé puis ils l'ont diminué sur le côté. Puis là, en fin de semaine, ils testent des nouvelles affaires parce que dernièrement, ils arrêtent souvent les courses parce qu'il pleut fort. Puis il y a trop... Les pilotes ne voient rien en arrière. Puis c'est pour ça qu'à cette heure, il y a beaucoup plus de downforce qu'il y en avait avant. Fait que les autos en arrière ne voyaient rien. Ils essayent de diminuer et de mettre des covers sur les roues pour essayer que les courses, les gars puissent quand même rouler s'il y a la pluie. Mais quand ils ont fait le test à Fiorano, à la piste de Formule 1, ils ont pris l'auto qui va s'en aller à Imola. Puis tu le vois, le sidepod, il a changé d'angle. Ils ont pris l'auto qui va s'en aller probablement à Imola, puis ils ont fait les tests de la FIA avec sa pluie. C'est exactement le sidepod de la Red Bull. L'angle du sidepod a changé. Fait que si Vasseur disait qu'il était confiant, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être un gros impact. Ben écoute, moi je sais pas. Premièrement, je le dis depuis le début de l'année,
j'ai l'impression que les voitures étaient un peu plus proches de Red Bull cette année que l'an dernier. Ouais. Depuis le début. Ça touche du bois, ça va peut-être nous donner la chance d'avoir 2-3 courses là, qui vont s'en venir, qui vont donner un spectacle, mais faut pas oublier, là, t'as Mercedes qui arrive avec un upgrade aussi, là. Ouais. Tu sais, OK, je sais, Mercedes, ils n'arrachent, sont loin, ils finissent à 30 secondes. Je le souhaiterais pour vrai, parce que les dernières bonnes années qu'on a eues comme ça, c'était les années McLaren, Ferrari, à la Renault puis BMW qui avaient 4 équipes, là, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Ça serait le fun qu'il y ait un mix. Là. Ça revient. Ouais. McLaren est bon, Red Bull est bon, Ferrari soit top. Puis Mercedes peut au moins brouiller les cartes. Je pense pas qu'ils sont assez proches pour faire ce que Norris ou peut-être Ferrari vont faire cette année de brouiller les cartes pour gagner. Mais au moins aller voler un podium puis avoir, mettons, 3-4 équipes qui se battent pour le podium. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que quand on a regardé Miami, c'était flagrant que la carence de la voiture est énorme. T'en as have more power. Ben, on le sait pas, parce que... Attends, parce que quand lui dit c'est pas d'hier, j'ai besoin de more power, mais oublie pas, lui qui gagne, il a le même moteur. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que pour le monde comprenne, ils ont le même moteur, mais l'auto, elle drague tellement l'air dans la ligne droite que même si le DRS est ouvert, il y a quand même une fluidité que les autres équipes ont trouvé. Exactement. Que Mercedes n'a pas trouvé. Je pense que c'est ça le problème, c'est que la voiture, je pense que la carence de la voiture est tellement énorme que quand il te manque 15 km/h, c'est pas juste des petits détails de carrosserie qui vont faire en sorte que tout d'un coup, elle va devenir efficace en appui aérodynamique, puis elle va être efficace en pénétration dans l'air. Ouais. Parce qu'il te manque 15, mais il faut que tu trouves 15 de drag que tu enlèves. Puis il faut que tu t'assures qu'il reste, faut pas que tu perds le downforce, sinon tes pneus vont se dégrader comme ça. Il y a quand même une longue ligne droite, pareil, là, à Imola. À Imola, où est-ce qu'ils s'en vont en fin de semaine. Si tu recules de là 2 ans, Hamilton avait lappé... Verstappen avait lappé Hamilton en 2022. Ouais. Est-ce qu'on va avoir des changements à la suite des inondations? Ils vont sur la piste? Ouais, sur la piste, ça peut savoir... Non, je pense pas, parce qu'ils ont eu une grosse course de WEC, le World Endurance Championship, là, 2 semaines, puis ça a super bien été. Mais c'est un bon point. Au niveau de dégradation des pneus, puis est-ce qu'il va y avoir il va y avoir des changements sur la... J'ai pas entendu rien, puis tu sais, je pense qu'il y a bien une équipe qui... Parce que Hypercar, pour faire une petite histoire courte, Ferrari ont une auto qui course en WSC, là, puis quand ils ont fait Imola en Hypercar, ils ont fait le top 3. Ils ont qualifié 1, 2, 3 Ferrari. Ils n'ont pas gagné la course, là, je ne me rappelle plus qui a gagné, mais ils connaissent la piste. Puis où est-ce qu'ils bâtissent les Hypercars? Quand j'étais allé en Italie avec Jeff, on est allé visiter l'usine, pas l'usine, mais on a marché devant. Ils font dans le même building les Hypercars que les Ferrari. Là. Fait que, il a sûrement collecté du data déjà de la course d'Imola, peut-être, même si ça n'a probablement pas pantoute rapport. Là. Mais s'il y aurait un changement, il serait. Oui, mais c'est un bon point que tu amènes. Je pense que c'est le fun pour la ville, pour les amateurs, pour les habitants de la région. L'année passée, la Formule 1 s'est impliquée pour ramasser des fonds, tout ça. Les inondations avaient coûté une fortune, ça avait causé énormément de dommages, du monde qui ont perdu des maisons, et ainsi de suite. C'était un gros problème. La course a été cancellée, mais il y avait d'autres problèmes qui étaient plus graves que perdre une course. Fait que c'est le fun. Je pense que ça va amener... C'est tout le temps rassembleur des événements comme ça. Là, j'ai tout le temps les poils raides de ses bras quand je regarde ces courses-là en Italie. Y a pas, pour vrai, là, on va tous dire « on est passionnés, nous autres ». Les Anglais sont passionnants en Angleterre. Mais quand tu as un grand prix de Formule 1 en Italie, Chris, l'oxygène arrête de tourner. C'est l'atmosphère est électrisante. Là, c'est vraiment fou. Le monde pense qu'ils sont passionnés au football aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir comme les Italiens au Grand Prix de Formule 1. Je veux dire, l'Italie puis Ferrari, ça va ensemble. Là, Je pense que l'histoire de Ferrari serait pas aussi belle si on n'avait pas le support de tout le monde et vice-versa, Si l'histoire de l'Italie serait pas aussi belle si Ferrari était jamais arrivé. Je pense que je pense que tout part de Ferrari, exact. Moi, je trouve ça le fun parce que même il y a un petit grain du Québec quand même à l'usine de Ferrari en Italie. Là, quand j'étais allé avec Alex et Jeff, moi et Jeff, on est allé faire le tour, j'avais jamais été. Puis quand, pour faire une histoire courte, Enzo Ferrari avait bâti la piste qui s'appelle Fiorano pour tester. Dans le temps, il avait le droit de tester. À ce temps, il limite le budget. Puis l'avenue, la route pour aller à la piste, il y a juste une route, puis elle s'appelle l'avenue Jules Villeneuve. C'est quand même spécial qu'un petit gars d'ici
il y en a en tabarouette des pilotes qui ont conduit pour Ferrari dans les dernières années. Là. Puis moi, quand je suis allé, je ne sais pas quel auto qu'on avait, là, mais mettons que j'avais un petit grain, là, ça me chatouillait en dedans de voir qu'il y avait un nom du Québec qui était encore là-bas après toutes ces années-là. Puis même quand tu marches puis tu t'en vas dans les magasins, il y a encore plein de... Tu sais, il y a eu les années Senna, il y a eu les années... Pas Senna, excuse, Schumacher, il y a eu les années d'Alési. Il y a eu plein de belles années avec Ferrari. Mais il y a celle-là de Gilles Villeneuve qui n'a pas gagné le championnat du monde. Tu sais. Je pense que c'est juste le pilote en tant que tel. Tu sais, Ouais. je pense que Gilles Villeneuve était aimé de tous. Puis je pense que ça a c'est un peu été... de la manière que Ferrari l'a amené dans l'équipe. Exact. C'est comme... il le prenait comme son fils, là, tu sais. Puis Gilles, c'était un spectaculaire. Ouais. Donc, tu mets ça dans une rouge, puis tout d'un coup, tu as le gars spectaculaire qui s'en va sideways. Ça fait que ça fait lever les foules, tu sais. Fait que c'est Le show était bon. Je disais que c'est l'espèce d'équipe parfaite entre le pilote qui était simple, humble, tu sais, rentre chez Ferrari, puis là, tout d'un coup, là, tu sais, c'est comme le gars qui fait le show, là, tu comprends? Puis qui fait des affaires qui étaient comme que le monde n'avait pas vu avant, tu sais, en monde de la Formule 1, c'était plus conservateur. Européen, très distingué. Ouais, c'est ça. C'est un chat de ruelle, Gilles. Ouais, c'est ça, là, ça a été... en tout cas, c'est ça qui a fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après autant d'années, là, tu sais, Gilles, Ferrari, t'es disconnectes plus, là, tu sais, le nom Villeneuve avec Ferrari. Ça va de soi. Ouais. Ben, C'est écoute, la passion d'Italie. on a 2-3 petites affaires encore jasées. Horner, là, parle du contrat Verstappen. Moi, là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que Horner, il parle juste pour essayer de calmer, tu sais, l'opinion peut-être de l'équipe? Est-ce qu'il se doit de garder le capuchon sur tu sais, un lead qui est en train de vouloir, tu sais, la vapeur veut sortir? Parce que c'est un peu la même chose avec Mercedes, tu sais, j'en parle parce que je regarde encore 2 personnes qui quittent, OK? C'est Jérôme D'Ambrosio, puis je pense que c'est Loïc Stella qui partent. Les autres du département aérodynamique. Hein, Ben, il y en a un qui était côté sportif, pilote. Jérôme qui a un peu d'expérience comme pilote aussi. Oui. Puis il a couru en Formule E. Et puis l'autre va s'occuper châssis, ingénieur de châssis chez Ferrari. Il part de chez Mercedes. Il part de chez Mercedes pour aller chez Ferrari. Tu sais, fait que, est-ce que... Moi, je pense honnêtement que le monde en beurre épais, là, aussitôt qu'il arrive de quoi chez Red Bull, tout le monde le sait. Tu sais, cette nouvelle-là... Non, mais ma question, c'est 2 questions. Tu sais, c'est est-ce que, à cause qu'on le sait aujourd'hui... Ouais. Puis là, on passe l'année au complet de course automobile. Puis on sait que... Parce que rarement... Les choses se font tout le temps plus tard, right? Mais là, on le sait, là, on l'a su en début de saison que Lewis s'en allait. Puis là, est-ce que c'est à cause de cette annonce-là qu'on finit par suivre les déplacements des mécanos, les déplacements des têtes d'affiche? Puis avant, il y en a plein de monde qui switchait, puis on n'entendait jamais parler. Fait que ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as raison là-dessus. Puis la deuxième chose, c'est... vu que tu vois ça, est-ce que la job de Horner, c'est d'essayer de protéger son monde puis de ne pas faire en sorte que les rumeurs fassent que le monde veut partir puis avoir des offres? Un leader instable, on le sait, là, on le voit dans d'autres vies, là, mais ça inspire pas confiance. Fait que la seule affaire que tu veux, que le leader en haut, peu importe comment ça passe en bas, tu veux qu'il y ait l'air calme. C'est comme un quarterback qui panique. Ouais. Tu peux pas paniquer si t'es quarterback, tu comprends? C'est toi qui gères le show. Fait que c'est sûr et certain que si t'inspires la confiance ou tu as l'air déstabilisé, d'après moi, le monde autour de toi vont partir peut-être plus que tu penses. Fait que je pense que c'est normal qu'ils calment les choses. Puis des gars comme Zach Brown puis Toto Wolff, ils ont du fun en tabarouette à piquer Horner. Ils font exprès, on t'a piqué 3-4 personnes. Mais t'entends pas ce rôle, là. Il y en a piqué combien de monde dernièrement, là, à Red Bull, à Mercedes, à tout le monde. Puis tu sais... Andrew Stella ou peu importe qui s'en va, ça n'a pas fait de tempête tant que ça. Mais ça fait juste des meilleurs titres. Ouais, c'est ça. C'est des meilleurs titres, je pense que c'est médiatiser un max. L'histoire a commencé que de toutes les façons, tu essaies comme un match de boxe, tu essaies de déstabiliser l'adversaire vu que tu n'es pas capable de le déstabiliser sa piste. Je pense que mentalement, il essaie de déstabiliser un peu l'équipe et de mettre le monde sur le nerf. Puis Horner, lui, sa job, c'est de garder le monde stable.
Mais il y a du monde qui part de chez Mercedes qui s'en va chez Ferrari. Et je pense qu'on le sait. Aujourd'hui, on a accès à plus d'informations qu'avant. Mais moi, j'ai l'impression que ça a toujours été. Puis ça n'a pas d'affaire à s'inquiéter. Mais c'est sûr qu'un gars comme Newey, c'est un autre game. Là. Je me corrige, hein, c'était pas Loïc Stella, c'est Loïc Serra. Ouais. Puis Jérôme D'Ambrosio qui part de Mercedes pour aller chez Ferrari. Mais c'est-tu comme un effet Lewis Hamilton ou c'est des gens qui seraient partis peut-être parce qu'ils se font approcher de toute façon, peu importe où les pilotes vont? Je pense peu importe où les pilotes vont, il y a du monde qui bouge pareil. Mais c'est pas la première fois que tu vois il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec ce genre de pilotes-là, dont Schumacher dans le temps, qui est parti de Benetton. Il est parti avec Ross Brown puis plein d'autres mondes. C'est normal qu'à un moment donné, tu crées un core. On ne serait pas surpris. Je ne sais pas s'il va le laisser partir, là, mais on verra, c'est pas confirmé. Mais l'ingénieur à Lewis Hamilton, Bono, là, il a dit publiquement qu'il voulait rester avec Hamilton. Ouais. Puis ça fait pas l'affaire de Toto Wolff, mais c'est pas nouveau. Là. Tu comprends? Ça s'est déjà vu dans le passé avec d'autres pilotes. Fait que... Moi, ça me surprendrait pas parce que. Non, il est méchant bon. S'il y a une personne dans tes oreilles avec qui tu travailles régulièrement pour parler stratégie, que tu te confies, puis que tu jases de jusqu'à où tu es prêt à aller avec la voiture, quand la voiture est pas pire, tu es prêt à risquer. Le pilote, qu'est-ce qu'il est prêt à en prendre? Ça, là, c'est des affaires que tu développes sur du long... C'est un ingénieur psychologue borderline. Là. Oui. Tu sais, quand Bono... J'en ai des frictions juste à le dire. Bono, il dit « hammer time » là, dans les bonnes années. Tu sais, il sait quand est-ce qu'il faut qu'il le dise à Hamilton, puis il sait que la façon que Lewis, mettons, il disait... Ah, les pneus, tu sais, ils chialent. Puis là, on chiale tout le temps. Oui. Mais il sait où est-ce qu'à un moment donné, il chiale ou il chiale pas assez ou trop, whatever, il est capable de le pousser comme un peu. Je me rappelle pas de son nom, excuse l'ingénieur à Verstappen, mais il se pique, tu sais. Quand c'est le temps de piquer Verstappen, il va le piquer. Quand c'est le temps de tirer dessus, puis de dire mode strat, je sais pas quoi, fait pas le fastest lap parce qu'il reste au dos. Ouais. Tu comprends? Il tire son cheval ou il pousse son cheval. Je pense que cette bande-là, les gars vont essayer de garder ça. C'est long à développer, je pense. Ouais. Ou sinon, souvent, comme tu mentionnes, des situations avec Hamilton qui est sur la piste, puis Bono va lui demander « How's the tires? Comment sont les pneus? » Puis Hamilton dit « Ils sont corrects. » Fait que là, il avait peut-être prévu de piter, mais il laisse encore en piste. La situation est mieux qu'on pensait. Puis après ça, il revient, puis il dit « OK, on va faire tel plan. » Puis l'autre, il dit « Non, ils sont encore... » Plan D, plan C. Les Ferrari, dans le temps, ça allait pas bien. Plan W. Les autres, ils avaient fait des plans, OK. Il était prêt pour tout. En arrière, je sais pas, avez-vous vu le film Gran Turismo qui est sorti récemment? Non. Quand il prend le pilote, l'ingénieur chez Nissan, son nom m'échappe, mais il prend le pilote, puis il se bâtit sur un bond, puis à un moment donné, il va lui donner un Walkman, là. Je trouve que ça prouve... T'écouteras ça, ce film-là, ça prouve tellement le genre de bond que l'ingénieur est capable de développer avec son pilote, que je pense que de voir Bono suivre Hamilton, je serais pas surpris. C'est important parce que les gens savent pas vraiment, là, mais la dynamique, OK, est bien simple. C'est que le pilote, lui, là, tu sais, les gens qui disent, là, mettons, ils travaillent, là, ils ont des emplois, puis une des choses dans le team building qui est dur en business, là, c'est que les gens sont pas toujours ouverts d'esprit. Tu comprends? Fait que... Tu t'en vas avec ça. Non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, t'es dans un commerce, tu sais, tu travailles, t'as le département des ventes, t'as le département du marketing, t'as les opérations, tu sais, puis il y a des clashs des fois, tu sais, fait qu'il y a des rencontres. Pour ça que les compagnies font plein de team building, parce qu'ils veulent avoir la meilleure chimie possible dans tous les employés, parce que c'est de même que tu performes, right? Mais des fois, t'arrives, il y a quelqu'un qui va mettre une idée sur la table, puis t'es pas vraiment ouvert de suivre l'idée d'une autre personne. Tu sais, tu vas vouloir faire passer la tienne. Exact, t'as ta vision. Fait que, tu sais, on le voit, là, il y a beaucoup de monde là, qui sont très fermés, là, puis que si c'est pas leur idée, là, c'est comme, man, la sauce, ça saute, là. Sinon, faire confiance, tu sais. Oui. Je suis avec ça, là, mais quand tu dis, il faut que tu pites, puis c'est ça, puis that's Oui. it. Mais je vais aller encore plus loin, c'est que le pilote, là, il sait, quand il essaye des choses qui vont pas bien, maintenant, ça fait 2-3 fois que tu essayes un choc, ça fait 2-3 fois que tu essayes un ajustement d'aileron, ça fait 2-3 fois que tu lèves la voiture, descends la voiture. Puis à un moment donné, là, c'est comme pas le fun à conduire l'auto, là. Tu te fais des petites frayeurs. Ouais. Mais le bond est important parce que dans le fond, ta job, là, c'est de faire en sorte que tu acceptes d'essayer la voiture qu'il veut te donner. Parce que lui, là, il faut qu'il accumule plein de data
de où la voiture est 40. Ouais. Si, là, il peut pas l'avoir où est-ce qu'ils sont les carences, ben quand toi, tu vas arriver et tu vas dire « Hey, peux-tu me donner une meilleure auto? » Ben, son information de data, là, il est très petit. Fait que, oui, il peut essayer une autre chose, mais... T'sais, ça n'a pas passé dans l'entonnoir pour faire en sorte qu'il y a des chances que ça aille un petit peu mieux. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu arrives avec une voiture, là, que le window, là, il est large de même, là, tu sais, lance un 25 cents dans les airs, c'est sûr. La Mercedes, le window, il est peut-être gros de même, tu comprends? Fait qu'ils ont besoin d'apprendre énormément de choses pendant les pratiques du week-end. Ils n'ont pas énormément de temps non plus. Après ça, il faut qu'ils fassent des runs de qualif, de simulation. Fait que il faut que ça sorte de là, là. Fait que imagine-toi comment le pilote, il doit accepter de faire des affaires qui sont moins le fun. Fait que c'est pour ça que je trouve que le bond entre les deux va être très difficile. Moi, je crois que Lewis, là, son plus gros challenge, ça serait de travailler avec une autre personne. Ouh! Ça peut être un gros challenge. Ça va être rough. Ça va être rough si c'est pas lui. Je pense Vasseur, puis en tout cas... Ils vont essayer de l'avoir. Ils sont assez intelligents pour savoir que ça y prend et qu'est-ce qu'il y a disponible dans le marché. Là. Ils font pas des moves comme ça aléatoirement puis sans être préparés. Là. Fait que on a encore un peu de temps, OK? On a encore un peu de temps. On va déborder, là. Il y a trop d'affaires à parler. Mais avant de faire de continuer, là, on veut juste faire notre petite chronique de présentation de nos... prédictions du prochain Grand Prix d'Imola, OK? Fait que on le sait que moi, tu sais, je suis toujours un optimiste, là, tu sais, fait que j'irai pas avec Verstappen, right? Fait que cette chronique-là, on la présente par qui de nos supporters? Hein? Je te laisse le dire. Non, vas-y. Ben, on est fiers de présenter cette chronique-là par EcoBike. Peux-tu me parler un peu, par contre, d'EcoBike? C'est quoi exactement? Alors, chronique, présentation de nos prédictions. EcoBike, un de nos partenaires. On va avoir la chance d'essayer les nouvelles motos électriques. On ne veut pas trop en mentionner, mais d'une marque vraiment très connue dans le monde de la moto, avec une panoplie de particularités au niveau de la batterie, sa longévité, ses charges, les performances. Donc, nous autres, on va avoir une journée vraiment exceptionnelle à essayer une dizaine de motos. Donc, ça va s'en venir. Fait que restez à l'écoute tout le monde. Puis, il va y avoir des prix à gagner aussi. Donc, ça va être super intéressant. Donc, merci à EcoBike. Moi, j'y vais avec Ferrari en premier. Puis, je me fous complètement de qui, là. Mais je dis que Ferrari vont nous arriver avec le surprise du siècle. Je le souhaite. Vasseur est allé dire que Red Bull n'est plus autant dominants, ils sont plus dans leur zone de confort. Y avait-tu la casquette à l'envers ou à l'envers? C'est mon idole. Ben écoute, si jamais là, il score à ce Grand Prix-là, puis peut-être que depuis qu'il est arrivé, une des choses qu'il a dirigé son équipe à, c'est de préparer les upgrades, de préparer tout pour faire un splash de performance en Italie pour vraiment laisser un bon goût dans la bouche des tifosi. C'est peut-être la stratégie de Vasseur, je ne le sais pas, mais c'est mon côté optimiste. Autant qu'à Miami, je votais pour un autre type d'équipe, puis de battre Red Bull. Puis j'étais bien content que ça soit Lando Norris qui gagne sa première course. Moi, je dis que Ferrari vont nous surprendre. Ils vont rouler en avant. Ils vont... une des deux Ferrari gagne. Ah ouais? OK, on va avec la qualif. Moi, j'aimerais ça faire... Moi, je dis que Leclerc fait la pole. Ouais, Leclerc fait la pole. Max, deuxième. Et je te dirais que je vais y aller avec Sainz, troisième. Ouais. OK? Et puis, pour la course, je te dirais que d'après moi, c'est Sainz qui gagne la course. Puis, Leclerc deuxième, Verstappen troisième. Ouais, fait qu'un doublé Ferrari. Ouais. Moi, je pense que l'avantage de Ferrari durant ce week-end-là, puis là, c'est encore si la voiture est bonne, là, c'est que tu vas avoir un 2 contre 1. Parce que moi, je considère que Perez sera pas là, puis il sera pas capable de pouvoir forcer le Ferrari. Non, mais forcer la stratégie de Ferrari. Ils vont jouer sur deux stratégies. Au niveau des arrêts au puits pour protéger le undercut. Ferrari va plus être en position de faire bouger Red Bull. Donc, tu vas avoir 2 voitures contre une. Et
je crois que la pole puis la bataille en qualif va être hyper importante parce que les deux Ferrari vont avoir une stratégie qui vont être à l'opposé Moi, j'irais pour gagner. Paul Leclerc, comme tu as dit. Numéro 1, mon smooth operator. Sainz. Pour la course? Ouais, pour la course. Comme moi. Ouais. J'irais 2, probablement Max. Mais 3, j'aimerais ça voir encore une McLaren. J'aimerais ça qu'on voit un Norris. Pas de prédictions sur ce qu'on pense. Non, mais mais des prédictions sur ce qu'on veut. ce qu'on veut voir. Non, mais tu sais, Mais tu me dis tout le temps, faut que tu visualises puis qu'il faut que tu lances quelque chose dans l'univers. Ouais. Bon, ben je Mais, lance quand Norris quand 3e. McLaren a annoncé leur upgrade, là, on a tout dit, hey, on espère que McLaren vont challenger Red Si Bull. sans limite Ouais, le dit pas, ça arrive pas. Puis c'est arrivé, tu sais. C'est ça. Fait que, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis encore confiant que Sainz il est sur son année de contrat. Puis il y avait une bonne lancée. C'est lui qui a fait la pole l'année passée. Fait que je pense qu'il va refaire la pole encore cette année. Je pense qu'ils vont avoir un doublé 1-2 pour la qualif. Là. Donc Sainz, Leclerc, Verstappen 3. Mais tu peux pas mettre 3e Verstappen en course. Fait que moi, je pense que Small Operator je vais y aller comme vous autres. Là. Il va être capable de manager en avant avec une meilleure auto cette année. Mais Max, tu peux pas le tasser. Il va être capable de brouiller les cartes puis de finir 2. Puis la 3e, ça va être une Ferrari, ça va être Leclerc. Donc, Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme stratégie, là, mais je pense que le gars qui part en 2e chez Ferrari, ça va dépendre de la qualif. il va se retrouver à faire une stratégie pour Pas battre bloquer, la mais deuxième. brouiller les cartes Brouiller les cartes de Red Bull. justement, en arrêt au puits. En allant long ou en allant court. Non, mais c'est court. Undercut. Parce que si tu réussis à suivre Max, OK, puis c'est une dur des- de suivre puis dépasser à Imola. Hein. Ouais, exact. Mais dis-toi bien là, que une des deux pit avant. Undercut. Ben, quand tu rentres sur la piste avec des pneus neufs, ben, les tours que tu fais, puis le gars, il est On en les a vieux vus pneu. dans les dernières années. Il y a eu une bataille épique là, en 2005 puis 2006 avec Alonso puis Schumacher. C'est vraiment tough de dépasser la boule. Oui, oui. Tu peux undercut puis essayer de bloquer après avec des mauvais pneus. Là. Tu vas peut-être voir ça dimanche. C'est ça. Mais la personne qui va se sacrifier, c'est la personne qui va être finit deuxième, c'est ça. et qui va dire, moi, je mets des pneus neufs, je plante 3-4 tours ou un tour juste pour gagner le temps nécessaire. Max va être obligé de rentrer. Ouais. Puis s'il se retrouve en arrière de la deuxième Ferrari, ça Puis- va être la première qui va prendre la distance. Là, ils vont Ça serait arrêter. bon, ça serait bon. Tu sais, pour c'est la pour ça chose, que je dis qu'avec deux voitures, tu peux forcer le gars à protéger l'undercut. Ouais. Tu sais. Puis, d'après moi, c'est comme ça qu'ils vont travailler. J'ai zéro preuve, mais j'ai confiance que, tu sais, Mais là, les deux, vous avez mis Leclerc en avant de Sainz en course, en qualif, En qualif, et Sainz en avant en course. Là, Ouais. Fait qu'il va y avoir un swap. Ouais. Moi, j'ai mis en Sainz 1 puis là, tout d'un coup, là, mais- qu'est-ce qui nous arrive, là, c'est que Perez, man, qualifie Fait à sa pole. pole. Il l'a fait, hein? Il l'a déjà fait avec moi, là. Puis là, tout d'un coup, Fuck t'as les deux gars. Red Bull en avant, puis là, ça vient changer la Ouais. game. va Mais être ça bon. peut être juste bon, tu sais. Il peut avoir On veut plusieurs... juste, dans le fond, que Max fasse brasser un peu, puis qu'on voit les bonnes années de Max, il dépasse, puis qu'il se fasse, tu sais. Ouais. Il Exact. y a de l'action, là, je pense que c'est ça. On veut un qu'on beau- Mais on moi, veut j'ai une un bonne beau saison week-end, j'ai un Drive to beau week-end Survive. Ferrari. Il commence à avoir beaucoup d'actions Ouais. en qualif parce que les gars, tu sais, ils jouent les dixièmes de seconde. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais tu vois qu'en course, là, à Miami, ce qui était le fun, c'est qu'à un moment donné, tu te demandais qui va gagner la course. Ouais. Puis ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. Puis c'est ça que la Formule 1 a besoin. Je pense que ça va être bon. Exact. Tu sais, s'il y aurait les cartes sont brouillées comme ça, puis ça augurerait une belle édition du Grand Prix du Canada si le monde ne pourrait pas savoir qui va gagner. Tu sais. Ouais. En fait, au Canada, on est une place qui aime beaucoup, qui cheer beaucoup pour Ferrari. Là. Tu sais, ça a été depuis Mais là, tu vas voir, t'as Imola, après t'as Monaco, Monaco, après ça, après c'est Montréal. Ouais. Puis Montréal, là, tu vas voir, les voitures vont arriver, là, puis tu verras pas les ailerons qui vont rouler à Monaco, là. Ça va être Ça va trimé être comme trimé Imola un peu, là, pareil. pour là. des lignes droites extrêmement longues, puis là, ça va prendre beaucoup de grippe mécanique, puis ça va prendre Les beaucoup de freins. vitesse de pointe. Tu sais, fait que moi, j'ai beaucoup moins vitesse de espoir pointe ici. que Max se fasse battre à Montréal, tu sais. Ouais, c'est Montréal, une là. piste de L'aéro, puis L'aérodynamique va faire une si grosse la voiture différence. tient la route, puis lui est capable de trimer plus que tout le monde,
il n'y a personne qui va mettre le nez devant. Fait que Imola, j'ai hâte de voir. Ça pourrait être intéressant. Ça va être un bon fin de semaine de Grand Prix. Fait que tu veux-tu closer notre 8e épisode? Je peux closer ça. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé cette 8e épisode. 8e épisode déjà de Sans Limite. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. On le rappelle, Facebook est très important pour ceux qui nous suivent à partir de là. On se revoit dans un prochain épisode après le Grand Prix d'Imola.